Il suffit de lever les yeux pour s'en rendre compte. L'an 2000 nous guette. Avec le meurtre de Malcolm X, le conflit qui oppose les deux factions rivales des musulmans noirs américains vient d'entrer dans une phase aiguë. Sur le fond, pourtant, l'organisation de l'unité afro-américaine de Malcolm X et les Black Muslims d'Elijah Muhammad sont d'accord. Pas d'intégration, un État noir indépendant. Mais les deux hommes se détestaient. Et au lendemain de la mort de Malcolm X, on a supposé tout naturellement que l'incendie de la mosquée et du siège des Black Muslims avait été allumé par les amis du disparu. Elijah Muhammad lui-même se sent menacé. Malcolm X aussi se sentait menacé. Il y avait quelque temps, sa maison avait mystérieusement brûlé. Il continuait cependant à prêcher la ségrégation et la violence. Nous rendrons coup pour coup. Notre devise, œil pour œil, dent pour dent. Depuis quelque temps, la violence de Malcolm X s'était beaucoup atténuée. Mais si la grande majorité des Noirs américains sont toujours partisans de la lutte pacifique pour l'égalité raciale, nombreuses sont les sectes qui prêchent la ségrégation. Ainsi le Yoruba Temple, dont le grand prêtre proclame sans complexe la supériorité du peuple noir. Pensez-vous que l'intégration soit possible? Non, c'est pas possible. Les États-Unis, c'est fini. Pendant notre 25 ans, les États-Unis, c'est un poder troisième, de troisième classe. Ainsi, en plein Harlem, peuvent se rencontrer aujourd'hui des adeptes du culte vaudou. Sans doute, autour de la tombe encore ouverte de Malcolm X, ses amis se sont-ils jurés de le venger. Le sang coulera peut-être encore, mais cela ne fera guère avancer d'un pas la solution du problème noir. Ils ont surgi ou surgiront un jour sur votre chemin. Et pour cause, ce sont les enquêteurs chargés d'effectuer les sondages d'opinion publique. Une profession toute neuve en France qui a sans doute ses aspects agréables, mais qui exige aussi de solides talents de société. Il y faut du charme et de l'audace, mais dosé. Heureusement, il n'est pas question d'interroger tous les Français. Quelques milliers sélectionnés répondront pour l'ensemble. La France a été dans ce but divisée en régions. Et dans chaque région, on a établi le pourcentage des différents types d'agglomérations, autrement dit, de genre de vie. Pourcentage des hommes et des femmes. Répartition des habitants par groupe d'âge caractéristique. Répartition par catégorie de profession. Un sondage effectué sur ce principe à la demande du Centre national du cinéma sur la fréquentation des salles en France a démontré que cette fréquentation était fonction du nombre de salles existant dans le voisinage immédiat du lieu d'habitation. Les éléments de cette enquête et des statistiques établies depuis 10 ans, digérés par les machines électroniques et interprétés par des économistes, ont également révélé que 62% des spectateurs choisissaient le film pour le film lui-même et 47% pour les acteurs. Et 70% des spectateurs continuent d'apprécier les actualités. Dont acte. Pour les plus humbles, comme pour les plus grands, le parapluie est encore ce que l'on a trouvé de mieux pour se protéger des averses. Mais ces vertus ne sont pas seulement utilitaires. De tout temps, il s'est révélé un remarquable faire-valoir. Paré de gants et de sous-taches, il peut être un signe extérieur d'importance. Par un étrange tropisme, il peut lui arriver de s'intégrer au milieu sous-jacent. Par ailleurs, dans le domaine de la libération des mains, d'intéressantes recherches ont été entreprises. Depuis quelques années, le parapluie connaît une faveur nouvelle. Sous l'inévitable patronage de Saint-Pépin, les modèles 65 ont été présentés par un groupe de vedettes. 4 parapluies, 4 vedettes. C'est que cette année, les modèles s'appellent 4 saisons.
la définition même du service permanent de cet accessoire dont 5 millions d'exemplaires ont été fabriqués en France l'an dernier. De ce précieux compagnon, il est pourtant deux utilisations peu connues. La première est du type défensif et contondant. La seconde est à préconiser chaque fois que l'ascenseur est en panne. À pratiquer avec circonspection, le parapluie étant à la rigueur un toit, mais sûrement pas un escalier. Il suffit de lever les yeux pour s'en rendre compte. L'an 2000 nous guette. Déjà, il hante notre vie quotidienne. Mise à la portée de n'importe quel cerveau par la science-fiction, la théorie de la relativité fleurit sur toutes les tables de nuit. Vos rêves sont traversés par les véhicules perfectionnés, les créatures troublantes qui animent l'univers du surhomme. James Bond nous guette désormais à chaque coin de rue. Sa panoplie complète figure en bonne place dans les grands magasins. Et n'importe quel employé de bureau peut à chaque instant se transformer en redoutable agent secret et être à la hauteur des missions que lui impose la vie. Le mythe de l'homme invincible est né. Il est né tout naturellement au milieu d'une civilisation technique où triomphent le neutron et l'électron et où la mode elle-même nous projette vers le monde de demain. Il y a de l'an 2000 dans l'air. S'il existe en matière de mode un style en 2000, Courrèges y est sans aucun doute pour quelque chose. Le créateur des pantalons du soir nous présente à sa manière une collection de printemps-été qui fait sensation. Collectionner les véhicules anciens est une passion encombrante, mais rien ne rebute ceux qui se sont pris de vénération pour des voitures disparues depuis longtemps de la circulation. Certaines roulent encore, quotidiennement. Ainsi les Bugatti. Il en existe encore environ 2000 en état de marche. Dans leur petit atelier de Vitry-sur-Seine, M. Novo et son fils se sont spécialisés dans la restauration de ces belles mécaniques. Des mécaniques comme on n'en fait plus. Celle-ci a parcouru 800 000 km. M. Novo restaure actuellement un modèle pour un amateur anglais qui veut l'exposer dans son salon. Il refait à la main toutes les pièces usagées. Quand cette voiture reprendra la route, il lui aura consacré 1200 heures. À Levallois, M. Oswald est également spécialisé dans la Bugatti. Dans sa jeunesse, il a passé 25 ans au service de la marque. Depuis, il restaure les survivantes. Il a aussi une clientèle de fanatiques et ce ne sont pas nécessairement les utilisateurs d'autrefois. Pour sa part, le comédien Jacques Dufilot en possède deux. Mais cette voiture, par exemple, c'est une 1500 type 37A, c'est-à-dire c'est une 37 à compresseur, vous voyez, qui date de 1927. Elle a 3 soupapes par cylindre, et c'est une voiture qui était capable tout de même d'atteindre le 200 à l'heure.
voyez, 1927, elle a presque 40 ans. Même dans leur jeunesse, de telles voitures furent le lot d'une minorité. Aujourd'hui, la grande série a popularisé l'automobile et la clientèle demande maintenant aux voitures des qualités multiples. À cet égard, il semble que l'on se soit ingénié à les réunir dans la nouvelle Renault 16. Avec, on pourrait dire, en dépit d'une grande élégance de ligne, cette nouvelle-née offre à 5 ou 6 passagers le maximum d'habitabilité grâce à un coffre à bagages à volume variable. D'ores et déjà, cette traction avant a fait ses preuves de grande routière. Depuis janvier, des automobilistes chargés de la tester ont pu apprécier son confort et sa visibilité sur toutes les routes de France, y compris les routes enneigées de la montagne. 3 mois avant sa sortie sur le marché, la Renault 16 est déjà un des pôles d'attraction de la saison automobile française. Mais qu'est-ce donc que le pop art? La bande dessinée utilisée comme élément décoratif d'une boutique, le tuyau d'arrosage qui s'enroule dans la vitrine, nous ont convaincus, nous étions en présence de ce pop art qui, venu d'Amérique, semble devoir envahir Paris. Le beau naît du quotidien transplanté. Regardez d'une certaine façon le monde qui vous entoure, vous y trouverez l'irréel, la poésie. Nous avons aussi visité des galeries et admis les vertus esthétiques du gros plan. Alain Bernardin nous a initiés à ces tentatives de pop art sur chair humaine. Et il nous a averti que le dollar, considéré à tort ou à raison comme étalon monétaire, appartenait sans discussion à l'art pop. Et le pop art ne pourrait bien être que l'art de vouer des objets courants à un usage décoratif qui n'était pas leur destination première. À partir de là, il n'y a plus de mystère. Le pop art tire sa substance de la contradiction. Si le drapeau américain est presque toujours la toile de fond de la moindre de ces manifestations, par contre, la Statue de la Liberté ne peut être un chef-d'œuvre de pop art qu'à la condition expresse de se mirer dans la scène. Une époque qui construit des usines qui ressemblent comme celle-ci à des palais et qui nous promettent une civilisation des loisirs, devrait sans aucun doute nous offrir des salles de spectacle bien différentes de celles que nous connaissons. Pour le scénographe Jacques Polieri, non seulement le théâtre antique est périmé, mais aussi notre théâtre à l'italienne. Pour lui, l'heure est venue du théâtre mobile, où les spectateurs placés au centre sont complètement entourés par la scène. Il veut aller plus loin encore. Dans l'avenir, il y aura des salles encore plus révolutionnaires, notamment des salles du mouvement total, théâtre du mouvement total, salles de mouvement total, dans lesquelles le volume est complètement modifiable, les spectateurs, la scène, les rapports de l'action et des spectateurs et de la scène sont complètement modifiables et permettent des dispersions, des diffractions de l'action tout à fait révolutionnaires et tout à fait inattendues. Ce théâtre sera construit pour l'exposition universelle de Montréal de 1967. Faut-il croire que les gratte-ciel eux-mêmes sont déjà dépassés avant d'avoir envahi les villes? L'architecte Paul Mémon leur oppose sa cellule polyédrique, unité d'habitation qui peut se multiplier à la verticale comme à l'horizontale. Mieux, il rêve de la suspendre à des câbles d'acier, de créer de véritables villes suspendues dans l'espace comme un vulgaire tablier de pont. Ces cités suspendues, il rêve aussi de les faire flotter. Solution idéale qui permettrait à la principauté de Monaco, à l'étroit sur son rocher, de s'étendre indéfiniment aux dépens de la mer. Verrons-nous un jour surgir un Paris qui, lui, flotterait sur un océan d'arbres? Pour Paris, Mémon a aussi un autre projet. Paris possède un terrain mal utilisé, la Seine. Sur 12 km, elle occupe 220 hectares. Si on construit qu'un étage souterrain, on dispose de 3300 hectares, ce qui représente environ le tiers de la surface du Paris actuel. Nous pourrions constituer la colonne vertébrale technique qui permettrait de dégager la capitale de tout ce qui encombre en surface.
Ce serait à la fois la cave et le grenier de Paris. Rêvons. Entraîné par Eddie Barclay, Franck Alamo et un solide détachement d'artistes et de chroniqueurs parisiens ont quitté l'hiver européen pour aller retrouver l'été de l'hémisphère sud, ce qui leur a valu, chemin faisant, le traditionnel baptême du passage de la ligne. Objectif, Rio de Janeiro, son pain de sucre, mais avant tout le plus étonnant carnaval du monde. Le mouvement brownien a commencé partout à la fois dans la grande cité. 2,5 millions d'habitants prennent le rythme de la samba. À minuit, au milieu de l'éclat des torches, la fête éclate. L'armée du carnaval prend possession du champ de bataille. Les écoles de samba manœuvrent. Et le super show va durer 3 nuits et 3 jours, sans qu'il soit possible de percevoir la moindre interruption, le moindre temps mort. Le rythme qui a saisi la ville est tellement contagieux, obsédant, que l'on compte chaque année des centaines de personnes qui finissent par succomber d'épuisement. Le plus étonnant carnaval du monde. Comme le plus célèbre des électeurs, 28 millions de citoyens étaient conviés à renouveler les conseils municipaux de toutes les communes de France. Choix délicat que ne facilitait guère les proclamations de certaines listes, dont l'avenir se situe moins dans la politique que dans la roulette et le tiercé. Cette consultation aura permis de constater la grande stabilité du corps électoral. Les 2/3 des villes de plus de 30 000 habitants, d'Asnières, qui fait toujours confiance à M. Maurice Bokanowski, à Bordeaux, où a triomphé M. Chaban-Delmas, ont nommé leur conseil municipal dès le premier tour. À Provins, le ministre de l'Information, M. Perfit, a brillamment réussi son examen d'entrée. À Lyon, M. Pradel et ses amis se sont vus décerner un excellent satisfecit dans les 9 secteurs de l'agglomération. En revanche, il faudra un second round à Marseille. 3 listes, dont celle du professeur Comiti et du maire sortant, M. Gaston Defferre, sont en ballottage. Mais le choix le plus singulier a eu pour cadre ce petit village de la Drôme, où les électeurs avaient à trancher entre le conseil sortant, rien que des hommes, et l'opposition, exclusivement féminine. Tous les hommes ont été réélus, l'honneur est sauf, mais du train où vont les choses, ils ne perdent rien pour attendre. Après des années de service sur les lignes passagers, le Breguet de Pont va connaître une nouvelle jeunesse. Il va devenir la bonne à tout faire du transport aérien grâce à de multiples combinaisons dont la version 6 voitures 30 passagers sera sans doute, avec la belle saison, le cheval de bataille de la compagnie Air France. 4 Breguets seront ainsi reconvertis en cargos universels pour une seconde carrière au service du tourisme et des vacances. Aux États-Unis, de nouveau, la crise raciale s'est réveillée. Et en Alabama, tout a recommencé avec la marche que 500 Noirs de Selma, à l'appel du pasteur King, avaient organisée sur Montgomery pour faire respecter leur droit de vote. Les troupes d'État de l'Alabama s'étaient dressées sur leur chemin, déterminées à les arrêter sans lésiner sur les moyens. Matraques et gaz lacrymogènes entrèrent bientôt en action. 83 marcheurs se retrouvèrent à l'hôpital. Ces brutalités ont soulevé l'indignation de l'opinion américaine. Depuis, l'atmosphère reste lourde.
À Los Angeles, en Californie, des étudiants blancs et noirs ont manifesté leur sympathie pour les marcheurs de Selma. Malgré les appels au calme du président Johnson, on redoute de nouveaux heurts. Au Vietnam, par le processus de l'escalade, l'armée américaine est aujourd'hui engagée dans la guerre des airs. Par 2 fois depuis le 1er mars, les bombardiers ont franchi le 17e parallèle. Les premiers documents reçus du Nord-Vietnam nous montrent la réponse de la DCA nord-vietnamienne. Le jeu des raids de représailles sur les installations militaires du Nord a ouvert une nouvelle phase d'intensification de l'intervention américaine directe. Au Sud-Vietnam, les États-Unis ont mobilisé 300 hélicoptères pour faire aux roquettes et aux fusils mitrailleurs la chasse aux rebelles Viet Cong. Ici encore, c'est la guerre des airs. Seules les troupes vietnamiennes touchent le sol. Mais les soldats américains ne sont-ils pas à la veille de les y relayer? 3500 Marines, accueillis par de jeunes étudiantes aux bras chargés de fleurs, ont débarqué à Da Nang, le camp fortifié américain. Cependant, le Viet Cong ne ralentit pas son action. Sur les terribles défenses d'un camp gouvernemental, il a laissé 100 morts. La guerre est ici une tragique réalité de tous les instants. Devra-t-elle durer 20 ans, comme Washington a annoncé qu'il était prêt à la supporter s'il le fallait? Sur 500 km, d'Assouan en Égypte à la cataracte de Dal au Soudan, s'étend sur les rives du Nil ce que l'on a appelé le plus grand musée en plein air du monde. Des centaines de monuments antiques et de sites archéologiques inestimables que l'eau, retenue par les barrages d'Assouan, menaçait d'engloutir à tout jamais. Ainsi, comme le démontre cette maquette, les prestigieux temples d'Abou Simbel auraient-ils disparu sous les eaux si l'on avait projeté de les reconstruire 64 mètres plus haut. Déjà, les statues colossales de Ramsès II qui commandent l'entrée du grand temple ont disparu sous un talus de sable protecteur, tandis que les scies électriques ont commencé de découper le grès qui sera transporté par bloc de 30 tonnes. Le déplacement en pièces détachées nécessitera 6 années. Et le soleil, comme il l'a fait depuis 3 millénaires, pourra, au fond du temple, continuer d'illuminer à l'aube la statue du pharaon Dieu. Si Abou Simbel est le plus gigantesque, le plus singulier des chantiers que les Felouks rencontrent en descendant le Nil est sans aucun doute celui du temple d'Amada. La pancarte qui le signale a de quoi faire rêver, déplacement sur voie ferrée. La technique du découpage, utilisée ailleurs systématiquement, n'a été employée ici que pour la partie antérieure du temple, seul élément qu'on pouvait espérer scier sans trop de dommages. Il en allait tout autrement dans les salles du temple proprement dit. Les inscriptions, les fines sculptures, les merveilleuses peintures surtout, restées intactes depuis 3 millénaires, étaient trop fragiles pour résister à un découpage. Une entreprise française s'est chargée de déplacer les 800 tonnes du sanctuaire dans leur intégrité. Au préalable, pour assurer sa rigidité, on dut cercler le temple comme un vulgaire paquet et poser sous les fondations des poutrelles de béton. Août 1964, les équipes étaient au travail. Sous le temple, la roche creusée allait céder la place au béton. Il fallait encore couler 3 poutres porteuses transversales, poser 3 voies ferrées et installer sous les poutres porteuses les 11 chariots à vérin hydraulique qui soulèveraient le temple. À la fin de 1964, l'étrange déplacement commençait, la voie ferrée s'édifiant au fur et à mesure dans les sables. Des pompes hydrauliques installées à l'arrière actionnent les vérins pousseurs et, centimètre par centimètre, le temple progresse.
Ce convoi exceptionnel doit parcourir 2 km 600 pour atteindre le nouveau site 65 mètres plus haut, hors de portée des eaux. Depuis quelques semaines, le Nil a envahi l'emplacement occupé primitivement par le temple d'Amada. Et cette véritable course contre la montre disputée par les techniciens français et les ouvriers égyptiens sur les bords du Nil est un des aspects de l'une des plus belles entreprises culturelles jamais réalisées par l'humanité. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la conquête de l'espace. Certes, les cosmonautes américains nous avaient familiarisés avec l'état d'apesanteur réalisé en caisson étanche. Mais ces exercices restaient des expériences de laboratoire. Ils étaient un stade indispensable, ils préparaient l'homme au vide intersidéral. Le premier pas restait à faire. Ce pas, Paul Belaïev, 39 ans, et Alexis Leonov, 30 ans, vont l'accomplir à bord du vaisseau spatial Voskhod 2, lancé de la base soviétique de Baïkonour. C'est le 10e satellite habité lancé par les Russes, mais la foule soviétique pressent que ce ne sera pas un vol comme les autres. Les salles de rédaction attendent fébrilement, et tout à coup la nouvelle éclate. L'un des cosmonautes est sorti du vaisseau spatial et s'est promené pendant plusieurs minutes dans l'espace. C'est du délire dans la foule qui va revivre l'exploit sur l'écran de la télévision et entendre Belaïev, le pilote, en conversation avec le numéro 1 soviétique, M. Leonid Brejnev. C'est avec une joie immense que nous avons appris votre exploit, dit-il. Vous êtes digne et courageux. L'exploit, le voici. Leonov, par un sas, est sorti du Voskhod. Autour de lui, c'est le vide. Derrière lui, à droite, la Terre, dont on voit la courbure. Par l'intermédiaire d'un tube souple, il est en liaison phonique avec son compagnon resté aux commandes du vaisseau cosmique. Puis, Leonov va lâcher le Voskhod et s'en éloigner de quelques mètres, satellisé lui aussi, tournant dans le silence le plus absolu à 8 km/s autour de la Terre. « 20 minutes dans le vide intersidéral, une fantastique évasion sur le chemin des étoiles. À l'issue du second round des municipales, sur 158 villes de plus de 30 000 habitants, 24 villes seulement ont changé de municipalité. Le Parti communiste en gagne 9, la SFIO en perd 9, gains et pertes s'équilibrant pour les autres formations. C'est sur cette impression de stabilité qu'a mis l'accent le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey. En ce qui concerne les villes de moins de 30 000 habitants, l'impression de stabilité est aussi assez grande, avec, comme vous avez pu le remarquer, une poussée assez forte de tous les conseillers municipaux d'action locale et d'intérêt municipal. Au Vietnam du Sud, le potentiel militaire des forces gouvernementales s'est accru d'une demi-brigade sud-coréenne, premier élément d'un contingent qui doit atteindre 22 000 hommes. Cependant, à partir des porte-avions américains qui croisent en mer de Chine, ici le Ranger, les chasseurs bombardiers continuent de s'envoler pour le Vietnam du Nord vers des objectifs toujours un peu plus proches de Hanoï. À Rome se sont déroulées les obsèques de l'ex-roi d'Égypte Farouk. Avec son jeune fils et ses 3 filles, quelques 150 personnes ont accompagné dans son dernier voyage l'ancien souverain exilé, terrassé à 46 ans. Roi à 16 ans, il avait vu sous son règne son pays devenir indépendant, mais avait dû abdiquer en 1952, et le monde avait peu à peu oublié le roi Farouk.
Ainsi l'ont voulu Alexandre et ses confrères parisiens. Avec le printemps, la femme doit changer de tête. Plus de coiffure plate, mais des cheveux vaporeux, souples et légers. La boucle et le cran reviennent en grâce. Prémisse des beaux jours aussi, les créations d'Antoine Salvador et de Jean Barthès. La cagoule et la capeline sont cette année les formes reines. On peut même concevoir un mariage des deux genres. Le tressé façon chignon a aussi ses partisans. Sous les capelines, pas d'ombre, mais une lumière tamisée. À noter cette curieuse casquette à pont. Elle se porte de préférence avec un yacht de 12 mètres. Après la tête, les jambes. Irène de Sivers n'a pas son égal pour faire marcher les hommes. Il faut dire qu'elle dirige une école de mannequins et qu'elle professe elle-même à la section messieurs. Ce sont presque des leçons particulières, elle n'a encore que 4 élèves. La bonne démarche, affirme-t-elle, commence aux épaules. Elle n'utilise que 2 accessoires, le parapluie et l'annuaire du téléphone. On dit qu'elle a du génie pour démontrer la complexité du geste le plus simple. Et chapeau à Madame de Sivers qui veut réhabiliter un geste bien oublié. This is Radio Caroline, your all-day music station, and the time is 10 o'clock. Ce n'est qu'une voix et de la musique. Cela a pourtant envahi l'Angleterre. Cela s'infiltre dans tous les foyers anglais. Il faut dire que cela bénéficie de la complicité agissante d'une population de 5 à 18 ans qui sait avoir le dernier mot. Cela, c'est Radio Caroline, une radio clandestine qui a 38 millions d'auditeurs. En vain, la presse a-t-elle crié sus à l'émetteur pirate qui volait le ciel à la BBC. Mais on vit bientôt que Radio Caroline comptait des sympathisants déterminés qui n'hésitaient pas à s'afficher. Les flibustiers des ondes ont pignon sur rue dans le quartier de Mayfair. Mais ici, l'âme de l'affaire, un Irlandais de 24 ans, Ronan O'Reilly, et son état-major, se borne à prendre les commandes des annonces publicitaires. Pour le reste, il y a le bateau. Un vieux transborder, originaire des Caraïbes naturellement, qui a été reconverti, qui bat innocemment pavillon panaméen et qui dresse, hors des eaux territoriales britanniques, l'antenne de son émetteur. À bord, les munitions, autrement dit les disques, ne manquent pas. 24 heures sur 24, ils peuvent alimenter les plateaux du studio flottant de ces airs yéyés qu'attendent les mordus de Radio Caroline. Swasadi, a great number there. Amen. Doing well in the Caroline Top 50. L'annonceur vedette du poste clandestin, Tonic Blackburn, positivement adoré par des millions d'Anglais de moins de 20 ans. Les pirates des ondes se sont fixés une règle d'or. 6 minutes d'annonce publicitaire par heure, pas plus. Le reste du temps, les airs et les chansons qui mettent en transe mods et rocks. Et c'est ainsi qu'avec son antenne en pleine mer, Radio Caroline capte des millions de livres sterling dans le ciel britannique. Il reste qu'il en faudrait davantage pour faire trembler la Banque d'Angleterre et faire perdre son flegme à un amiral Nelson qui en a vu bien d'autres. L'accord signé par messieurs Perfit et Vinogradov entérine l'adoption par l'URSS du procédé français de télévision en couleur. Cet événement a mis en vedette un homme modeste, Henri de France, l'ingénieur qui, dans le secret d'un atelier, a concurrencé la puissance technique américaine. Personnellement, j'ai commencé à travailler cette question en 1948. Et puis alors l'idée de base du SECAM est apparue
en 1956-57. Et puis après, nous avons donc mis au point le procédé dans une première phase expérimentale. Et puis ensuite, la compagnie française de télévision a poursuivi l'effort dans le sens du développement, auquel bien entendu j'ai participé, mais a été axé sur une réalisation industrielle du procédé. C'est donc dans ce petit atelier de Levallois que commença une aventure dont l'enjeu est aujourd'hui considérable. Un morceau de métal de 15 francs, la ligne à retard, est sans doute le secret de la perfection du système français qui est peut-être aujourd'hui à la veille de conquérir l'Europe. Blériot, lui aussi, avait commencé bien modestement. Le cinéma français a perdu l'un des siens. Michel Fauré-Cormeret, directeur du Centre national de la cinématographie, vient de mourir. Nombreux sont ceux qui ont tenu à venir le saluer une dernière fois et à apporter à sa veuve, en même temps que M. Malraux et M. Perfit, le réconfort de leur présence. Georges-Henri Clouzot, Jean Delannoy et de nombreux autres, auteurs, producteurs, techniciens. La longue marche qui a conduit 7000 manifestants noirs et blancs à la suite du pasteur Martin Luther King de Selma à Montgomery a marqué une date dans l'histoire de la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. En fédéralisant les troupes de l'État d'Alabama pour assurer la protection des marcheurs qui comptaient l'acteur Harry Belafonte et en assurant ainsi le succès de leur manifestation, le président Johnson a porté un coup sévère aux fanatiques ségrégationnistes. Au Cameroun, où M. Ahidjo sollicitait le renouvellement de son mandat, les élections présidentielles se sont déroulées au suffrage universel direct. Pour la première fois, fait exceptionnel, le candidat bénéficiait du soutien des partis d'opposition. La réélection de M. Ahidjo à l'unanimité du corps électoral ne faisait donc aucun doute. C'est un accueil triomphal que la population de Moscou a réservé à Paul Belaïev et Alexis Leonov après l'extraordinaire exploit de l'équipage du Vosrod 2. Sous les fleurs et les acclamations, les deux cosmonautes ont gagné la place rouge où les attendaient les félicitations officielles. Par la voix de M. Brejnev, ils ont été nommés héros de l'Union soviétique, le plus grand triomphe qu'ait jamais connu voyageur de l'espace. Pendant ce temps, à Cap Kennedy, Virgil Grissom et John Young prenaient place dans la capsule Gemini pour la seconde phase du programme en 3 étapes qui doit mener avant 1970 les Américains dans la Lune. Les deux cosmonautes ne sont pas de simples passagers. Au cours des 3 révolutions, Grissom devra modifier l'orbite de la capsule en altitude et en direction. Le président Johnson a suivi attentivement le vol et a pu voir la destruction du dernier étage de Titan avant le placement de la capsule sur orbite. À 2 reprises, grâce à des rétrofusées, Grissom pourra modifier par commande manuelle le plan de l'orbite par rapport à l'équateur. Après 5 heures de vol, Grissom et Young se sont posés à une quarantaine de kilomètres du point prévu. Ils sont véritablement les premiers pilotes de l'espace. Quant à Ranger 9, au terme d'un vol de 380 000 km, il a pu photographier en détail le volcan Alphonse avant de s'écraser sur la Lune. En 16 minutes, 6000 clichés d'une qualité étonnante seront reçus. Le tir américain a été si précis que Ranger s'est écrasé à 6 km seulement du point visé. Rien à déclarer? Avant d'être admis à prononcer cette phrase que redoutent bien des honnêtes gens, il faut avoir fait un stage de 5 ou 6 mois à l'école des brigades des douanes installée à Montbéliard. Une zone spéciale de surveillance a été organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Des études qui vont de la législation financière au droit commercial, en passant par la topographie et le secourisme.
Matière auxquelles s'ajoute évidemment la recherche et la constatation de la fraude avec exemples concrets. Car le plus banal accessoire de la panoplie du voyageur peut réserver des surprises. C'est une question de flair, de bon sens et de psychologie. A priori, tout est suspect. Dans une caravane, cette bouteille de butane pouvait sembler normale. Et pourtant, elle contenait 300 chronomètres en or. Mais voici la plus belle prise d'un douanier amateur de belle mécanique. Ce véhicule au premier abord présente les caractéristiques d'un véhicule normal, mis à part sa carrosserie, mais il est équipé avec un système électrique spécial qui permet de faire monter l'ensemble de la machine et de découvrir des caches qui permettent de transporter jusqu'à 800 kg de marchandises. Imaginez Il suffit de presser 2 boutons et de tourner la clé du démarreur. Des vérins soulèvent toute la partie centrale du cabriolet, libérant des cavités d'un volume appréciable. C'est l'absence d'amortisseur et la pression élevée des pneus qui ont éveillé la curiosité du douanier. L'imagination des fraudeurs est débordante et le musée de l'école dispose d'une vieille collection qui témoigne de l'ingéniosité qu'ont déployée de tout temps les fraudeurs. Tout ceci est maintenant bien dépassé, mais c'est peine perdue car les douaniers en savent davantage que les contrebandiers. Et s'ils vous laissent passer, ils ne sont pas dupes. Les resquilleurs sont un gibier négligeable. C'est le départ du grand massacre de Liverpool, un calvaire de 7200 mètres pour les 47 concurrents, chevaux et jockeys. On dit pourtant que les Anglais sont bons pour les animaux. Combien seront-ils à l'arrivée? Par pudeur, on n'osera pas les compter. À ce petit jeu, 4 jockeys vont se retrouver sur un lit d'hôpital. Remarquez bien que dans le même temps, on s'est aussi offert un festival de cabrioles à Colombes au cours du match France-Galles. C'est moins spectaculaire évidemment que des sauts d'obstacles. Il est vrai que les rugbymen se comparent plus volontiers à des bestiaux qu'à des chevaux de course. Pour peu spectaculaire qu'elle soit, la chute de Cabanier dans l'Ambu gallois marque le début du triomphe français. Un triomphe paraphé pour une bonne part par les frères Boniface qui crèvent l'écran. Guy numéro 13 lance André numéro 12, feinte de passe à gauche sur l'ailier et hop, André renvoie à Guy qui s'engouffre vers l'Ambu comme dans un boulevard. Herrero n'a plus qu'à cueillir un ballon en or, ciselé par le duo Boniface. Le génie des Boniface est toujours de faire parler d'eux, en bien ou en mal. Sur cette attaque, tous les joueurs français ou presque vont toucher la balle. Prost, Gachassin et encore Guy Boniface. Ce sera son deuxième essai sur les 4 marqués par la France au cours du match. Maintenant, c'est le mauvais quart d'heure des Français qui commence. Entre-temps, il est vrai, ils ont porté la marque à 22-0. Et on se demande encore ce qu'il serait advenu des Gallois si l'abandon impromptu de l'arbitre n'avait coupé bras et jambes à l'équipe de France pendant quelques minutes. C'est probablement grâce à cela que le pays de Galles a limité les dégâts en terminant la partie sur le résultat de 22-13.